Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc et je te partage sur ce podcast une semaine sur deux mes conversations avec des personnes très passionnées par leur job. Parcours, coulisses et conseils, je te donne ici toutes les clés pour te lancer toi aussi dans ta nouvelle aventure professionnelle passionnante. Avant de commencer cet épisode, si tu aimes le podcast et que tu as envie de m'aider à faire connaître Ma Passion Mon Job, tu peux lui laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et maintenant, place à cet épisode. Parce que c'est le thème du podcast et que finalement c'est ce qui m'anime le plus dans la vie, je te parle ici beaucoup de passion. Mais si pour se créer cette vie passionnante dont je parle bien souvent avec mes invités, une vie passionnante qui soit épanouissante, libre, qui permette d'être heureux et finalement aligné avec ses valeurs. Si pour atteindre ça, pour vivre ça au quotidien, tous les jours de sa vie, il fallait d'abord faire un travail sur soi et surtout passer par l'étape de se trouver soi-même. Eh bien, après avoir rencontré une multitude de personnes et fait également de mon côté beaucoup d'expériences, je crois pouvoir dire que cette étape est très importante, si ce n'est indispensable. J'ai donc aujourd'hui choisi d'inviter Loïc Bartolini sur le podcast. Loïc est comédien, photographe, magicien et il a plein d'autres casquettes, plein d'autres cordes à son arc, puisque c'est un multi-passionné. Et ce qui est absolument formidable avec Loïc, c'est qu'il refuse de rentrer dans une case. Alors dans cet épisode, il m'a raconté quel a été son déclic. Et son déclic, c'est le voyage, le fait d'avoir voyagé seul, puisque ça a été le déclic qui lui a permis de se trouver lui-même et d'enclencher ensuite par la suite son changement de vie professionnelle. Il est aujourd'hui très épanoui dans sa vie tout court, qui passe par sa vie pro avec de multiples projets. Et ce multipassionné revient dans cet épisode sur les contraintes d'un tel quotidien, avec moult projets, comment il les gère, et il nous livre également des leçons qu'il a appris dans plusieurs domaines de la vie, des leçons absolument passionnantes avec des conseils qu'il m'a partagés et que je vous propose de retrouver dans cet épisode de développement personnel absolument passionnant. Je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Loïc. Salut Loïc. Bonjour. Bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Eh ben merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Je t'accueille aussi parce que j'ai vu ton spectacle il y a, je pense, tout juste une semaine. Et je t'ai contacté suite à ça parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et surtout, il y a des choses que j'ai aimées dans ce que tu dis, dont on va pouvoir parler même de manière un peu plus globale sur la vie, le développement personnel, etc. Avec plaisir. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter en dehors de ta vie professionnelle? Vraiment, qui est Loïc? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Avec plaisir. J'aime beaucoup cette question. On en parle un tout petit peu en off, mais parce que je trouve qu'on se résume trop à nos métiers à chaque fois qu'on se présente. Et du coup, là, de pouvoir parler d'autre chose, autant du fait que ce soit déstabilisant parce qu'on ne sait pas quoi répondre. Alors donc, je m'appelle Loïc Bartolini, j'ai 36 ans, bientôt 37. Ok. Je viens de Suisse, j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup marcher et rêver. Je crois que c'est à peu près ce qui me caractérise le plus. J'adore manger, marcher, rêver. Ah bah c'est Il y a le nom d'un film Ah la bon VSC. Ouais, non mais c'est c'est sympa comme réponse. Mais ouais, non mais en fait quand je réfléchis à cette question, vraiment c'est qu'on se résume tellement à notre activité, ce qu'on fait effectivement, que je me dis mais alors qu'est-ce que je fais à côté? Eh bien je mange beaucoup. Ok. Et j'ai vraiment une vraie passion pour la bouffe, pour la cuisine même. Même pendant un temps, je voulais, et tu vois, on glisse un peu sur le professionnel, faire des petites pastilles vidéo sur la nourriture. Ah ouais, Parce que- c'est une passion quoi. Ah ouais, même si j'ai aucune expertise, c'est-à-dire que je déteste lire des recettes, mais je regarde les ingrédients, et dans ma tête, je me dis, ok, ça doit s'assembler comme ça, et je pars et je fais mon truc de mon tu fais côté. ta recette freestyle. Ouais, c'est pour ça que la pâtisserie, c'est pas pour moi. C'est trop précis, il faut suivre une recette. Non, moi, je regarde les trucs, puis après, j'ajoute des aliments que j'aime bien dedans, en me disant, j'aime bien ça à côté, pourquoi ce serait pas bon mélanger à un truc qui avait l'air très bon. Trop bien. Donc tu aimes plein de choses dans la vie donc maintenant on va parler de ton métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie comme actuellement? Enfin, quel est ton job? J'ai 3 domaines d'activité. Je suis comédien, scénariste et photographe. Et aujourd'hui, avec le spectacle que tu as vu, pardon, j'ai réuni mes 3 activités
principal, puisque j'ai écrit le spectacle que je joue sur le monde de la photographie et sur mes photos de voyage. Mais voilà, souvent on me demande, mais est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Est-ce qu'il y en a un qui prend le lead? Ça dépend vraiment des périodes et je crois que pour moi je fais le même métier. C'est juste que mon métier c'est raconter des histoires et j'utilise des médias différents pour le faire. Ah, c'est vrai qu'à travers la photo, on peut le faire, l'écriture, et puis en scène. Interpréter un personnage, Ok. on interprète une histoire. C'est intéressant parce que j'ai reçu sur le podcast Romain Esteban, enfin, ça fait déjà un petit moment, qui est photographe à la base. Et lui, il fait plein de choses aussi. Il écrit, il a été animateur radio. Et justement, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, moi, je suis multipassionné. Je trouve ça intéressant le fait de ne pas se résumer à un job. Donc, genre, tu aurais pu dire, voilà, je suis comédien et tout, mais de se dire que tu as plein de Mais après, on est dans une d'activités. société qui aime les étiquettes, qui aime les cases. Et moi, je sais qu'à chaque fois, on me dit, Loïc, en fait, on sait pas dans quelle case te mettre. Et je dis, bah, viens, on crée une case. C'est peut-être plus chiant, mais enfin, moi, ça me fait chier de devoir rentrer dans une seule case parce que je me rends compte, même avec mon psy, hein, parlons directement des sujets intimes, mais mon psy me disait, Loïc, vous êtes dispersé. Moi, je lui réponds, non, je suis créatif. C'est vraiment ce truc de. Pourquoi disperser par rapport à qui, par rapport à quoi? T'es toi-même, tu crées et après. Après, bien sûr que tu as l'impression d'avancer moins vite sur certaines thématiques, parce que comme tu fais plein de choses différentes, tu avances un petit peu, assez lentement, et parfois c'est très frustrant. Enfin, je suis le premier à subir ces frustrations, et c'est peut-être pour ça qu'il me disait ça, c'est que comme je venais en disant, mais j'ai l'impression de pas avancer assez vite, il fait oui, mais vous avez 62 activités, faites une sélection. Non, j'ai pas envie de faire une sélection, pourquoi je ferais ça? On a une vie, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Mince. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on a envie de faire? Comment on sait ce qu'on a envie de Ah, faire? bah ça, tout est la question. Je pense qu'en tout cas, raconter les histoires, ça te plaît, c'est ton truc. Donc après, t'as pas envie de te cantonner à un seul moyen, une seule façon de faire. Et puis aujourd'hui, on a une telle richesse je sais pas, par la vidéo, enfin par le podcast. J'ai aussi monté un podcast justement à côté et j'adore Génial. ces exercices différents. Encore une activité journaliste. C'est la même chose en fait pour moi. Non, puis c'est vrai que l'essence même, je trouve, de mon travail, c'était une de mes premières profs de théâtre qui m'avait dit ça, c'était votre rôle, c'est de donner la parole à ceux qui ne peuvent pas la prendre. Et je trouvais ça super beau. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est génial, ça donne une telle responsabilité de monter sur scène et de dire des choses. Et donc aujourd'hui, je me dis, ouais, en fait, bon, c'est arrivé très tardivement. Hein. Au début, je montais sur scène pour être connu, pour dire, aimez-moi, flatter mon ego. Regardez-moi. Et puis à un moment, tu te rends compte que bah, ça vaut flatter ton ego, ça te remplit pas, quoi. Et je me suis dit, mais il y a tellement de messages, de convictions, de choses que j'ai envie de faire passer. Pourquoi est-ce que j'utilise pas ce métier pour faire passer ce message-là? Du coup, tu es revenu à cette mission finalement de faire parler ceux qui peuvent pas et parler aux. Ouais. C'est ça, en tout cas, Adresser un prendre la message. parole pour faire passer les messages qui, moi, me touchent et que j'estime essentiels aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, dans le spectacle, on en parlera après, mais il y a plusieurs messages, alors sans rien dévoiler de ce qu'on. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des vrais messages que tu fais passer. C'est intéressant, en fait, des messages de société, des choses sur ta façon de voir les choses, mais qui, effectivement, qui peuvent enrichir le débat et les conversations qu'on C'est peut que la avoir. première version de ce spectacle était vraiment un spectacle à sketch où je racontais juste des galères qui m'étaient arrivées pendant mes voyages. Et vraiment, il y avait le côté très one-man show où juste. Oui, Oui, en tu fait, racontais, quoi. c'est ça. Et il m'est arrivé tellement de galères que j'avais 2 heures de spectacle où je dis alors là, j'ai vomi sur un bateau parce que j'avais pas ça, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça, très bien, super. Et je me suis dit, mais merde, en fait, le voyage c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus philosophique, ça apporte tellement plus que ce serait dommage de rien en faire. C'est pas qu'une succession de galères, quoi. Je veux dire, derrière, il y a des choses. Et du coup, est-ce que tu peux nous m'en dire plus sur ta philosophie de vie un peu? Enfin, c'est quoi un petit peu ton mindset, ta philosophie dans la vie? C'est un peu ce que je commençais à dire là, c'est qu'elle arrivait très tard, ma philosophie de vie. Jusqu'à mes 25, même 28 ans, je traversais la vie, mais juste, en fait, mon but c'était de m'amuser, c'était de passer un temps et d'être content, mais T'avais vide. pas quelque chose au-delà, quoi. T'avais pas Non. cette mission, cette vocation. Et vraiment, tout était en superficialité. Vraiment, moi, c'est ce que je ressens de cette période, en tout cas de ma vie. Et après, il y a, je sais pas, tout. En fait, à partir de. Je crois que le moment exact de la bascule, c'était genre mon anniversaire de mes 26 ans, où je me suis dit, j'ai envie de donner du sens à ma vie. J'ai envie de faire les choses
que ça a une profondeur en fait. Parce que même artistiquement, on me disait, Loïc, c'est super ce que tu fais, visuellement c'est très inventif, mais c'est un peu creux. Ouais. J'exagère, Il c'était pas dit manquait comme un ça. petit truc, quoi. Mais voilà. Et à partir de là, je me suis dit, merde, je sais pas faire de la profondeur, je sais pas faire de la profondeur. Et du moment où on me dit un truc, moi, ça me macère dans mon cerveau en boucle. Et je me suis retrouvé en fait à me dire, mais c'est quoi alors tes sujets? C'est quoi tes combats? C'est quoi tes... Et à Ouais. partir de là, vraiment, j'ai commencé à chercher, à chercher. Et je crois que j'ai trouvé, je dis je crois parce que finalement, je me rends compte que ben, ça évolue aussi en fonction de qui on est, de ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, moi, mon credo, c'est juste, ça va être de se connecter aux autres et d'ouvrir, en fait, de s'ouvrir les uns les autres sur le monde et sur les uns les autres. Moi, c'est vraiment ça mon credo. C'est, je me rends compte aujourd'hui, j'étais incapable de parler, de communiquer. J'avais un mal fou, que ce soit dans mes relations personnelles, intimes, avec ma famille, avec tout ça. C'était l'enfer. Tu me disais un truc, j'étais une bombe à retardement, donc j'emmagasinais. Au bout d'un moment, explosion. Aujourd'hui, il y a un truc qui va pas, je vais le dire directement. Et j'ai plus aucune peur de ça. Je te rejoins là-dessus, le fait qu'on nous apprend dans pas mal d'éducation, hein, mais c'est peut-être la génération, nos parents, etc., voilà, de refouler ses émotions, que tout va bien. Allez, on y va, on avance. Sauf que quand on n'est pas bien et qu'on ne te le dit pas, à un moment donné, ça explose. La pudeur de ses émotions et de ne pas laisser effectivement sortir ses émotions, c'est aussi la peur de ce que va engendrer ta parole. Parce qu'on ne sait plus communiquer, on ne sait plus échanger. C'est-à-dire que quand tu parles avec quelqu'un, tu vas pas. Bien sûr qu'il ne faut pas dire les choses brutalement aux gens, mais aujourd'hui on parle beaucoup de communication non violente, de choses comme ça. Je trouve que c'est des outils absolument incroyables. Tu arrives à, quand quelqu'un t'a blessé, à dire quelque chose en n'accusant pas la personne, en disant mais t'es qu'un gros connard de me dire ça comme ça. Non, mauvaise démarche. Ça, c'est vrai que c'est un outil hyper puissant, tout ce qui est communication non violente, de partir de ce qu'on ressent nous, en l'expliquant à la personne et non pas d'être dans une accusation. Même un exemple très court et très concret, la dernière fois, il y a une voiture qui passe à côté de moi qui manque de me faucher. Moi, je fais putain, mais ça fait chier! J'espère que ton podcast n'est pas censuré. Putain, mais ça fait chier! Et le mec, il sort de sa voiture, mais qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je le regarde et je dis, bah, vous m'avez fait peur! J'ai eu peur, la voiture est passée très près, et du coup, ça m'a fait avoir cette réaction. Et le mec, il s'attendait tellement pas à ce que je réponde ça, il pensait que j'allais lui rentrer dans le lard en disant, mais oui, mais regarde, tu conduis comme une merde! Et que du coup, il m'a fait, ah! Et j'ai dit, voilà, mais maintenant ça va mieux, je suis redescendu. Alors je vous souhaite une bonne journée. T'as exprimé ce que tu ressentais, tu lui as fait un état des lieux, tes Exactement, émotions. c'est ça. Et il m'a regardé, genre complètement déstabilisé, il a fait, oui, bonne journée. Et il est parti dans Il sa s'attendait à voiture. être lâché en fait. Mais Oui. parce que les gens Mais parce qu'on sont agit tous souvent comme dans ça. un état de stress et c'est vrai que c'est tout le monde. Non mais il faudrait que tout le monde soit dans cette communication-là pour que le monde se le C'est ça. porte. Et comment on fait pour... Bon, on peut peut-être pas tous être comme ça, mais peu importe, en fait, déjà, si on s'ouvre et si on sensibilise les gens à ça, Oui, c'est vrai que au moins, il y en rien aura qu'en plus. changeant son attitude à soi, on peut aussi faire réfléchir les autres. Et du coup, là, on va parler un petit peu de sortie de zone de confort, puisque c'est un des thèmes de ton spectacle dont tu parles, de ton expérience aussi. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment, pour la première fois de ta vie, tu as été amenée à sortir de ta zone de confort? Comment ça s'est passé? Je crois que c'était lié à un voyage, il me semble. Ouais, voyage en Islande. Je fais juste un petit parallèle avant j'ai jamais eu besoin de sortir de ma zone de confort avant et j'ai jamais cherché à en sortir parce que j'étais bien. Justement, jusqu'à mes 25, 28 ans, là, dans cette période où tout m'était dû, entre guillemets, même quand j'avais envie de faire des voyages, mon frangin, lui, c'est une tête. Et du coup, à chaque fois, je disais, ah, ce serait génial qu'on fasse un voyage à tel endroit. Et lui, il organisait tout. Donc moi, j'étais toujours le suiveur. Ouais. Donc j'avais pas besoin de prendre les rênes de quelque chose. Et à aucun moment, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que moi, tout seul, j'aurais fait? Et en tant que comédien, c'est très difficile de partir en voyage parce que tu as toujours peur de rater le rôle de ta vie, une opportunité. Et puis, à la copine avec qui j'étais à l'époque, bah, elle était dans la même démarche, donc on était toujours en train d'attendre sur le canapé les opportunités, de bosser. À un moment, je me dis, putain, mais j'ai envie de partir quand même. Et bon, il s'avère qu'on se sépare, et les séparations, ça aide à prendre des décisions, en tout cas de remettre en question sa vie. Et là, j'ai organisé mon premier voyage. J'ai choisi l'Islande parce que c'était une destination où personne de mon entourage n'avait été, mais c'était une destination très rassurante parce que c'est la destination qui a le taux de criminalité le plus bas du monde. D'accord. C'est Et pas la vraiment- Suisse, non? Alors oui, c'est la Suisse, la Suisse beaucoup, mais l'Islande, c'est aussi parce qu'il y a moins de monde, donc techniquement, à part mourir de causes naturelles dans un éboulement, Après, tu t'es dit, je risque pas grand-chose, j'y vais. c'est ça.
Mais à la fois, je suis un aventurier parce que je vais quelque part où personne de mon entourage n'a été. Je suis le colon. Je déteste ce terme, mais je suis, je suis le premier à partir, en tout cas, découvrir des contrées que ma famille n'a pas été. Parce que je voyage beaucoup avec ma famille, mais j'ai jamais rien organisé. À chaque fois, j'ai suivi le Ouais, voyage. tu partais pas seul. Non. Aussi, après, il y a le voyage en lui-même que tu vas Ouais. faire seul, les découvertes que tu vas faire. Et ça a été un grand choc de partir seul. Parce que comment tu sors, enfin la question c'était comment tu sors de ta zone de confort, c'est ça? Comment tu as été amené à sortir de ta zone de confort? Donc, il y a eu donc la séparation. Donc là, tu t'es dit, tiens, je vais partir en voyage. Et bah, le fait, oui, bah, tu es sorti de ta zone de confort parce que tu as dû tout organiser. Je trouve qu'une séparation, c'est une petite mort en quelque sorte, et que tu as besoin d'un électrochoc pour te ressentir vivant. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, après des séparations, partent en voyage. Parce qu'il y a ce côté où tu te dis, ok, là j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, parce que finalement, ta zone de confort dans laquelle tu évolues avec ton couple, elle est, elle est obsolète. Elle est foutue. Se reconstruire soi-même en Exactement. tant que soi, quoi. C'est sortir de cette espèce de nid. Et tu te rends compte qu'en réalité, une zone de confort, et c'est ça que je trouve vachement intéressant, c'est que euh, c'est pas un endroit enfin oui, tu en sors, mais la zone de confort, en fait, elle ne fait que s'agrandir. Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu agrandis, en fait, ton espace de confiance. Ouais. Et c'est ça que je trouve fascinant, et c'est ça, moi, qui m'a mis le pied à l'étrier. Mais au début, j'étais tétanisé. Je faisais des rêves avant de partir en Islande, où j'étais au volant de ma voiture et je devenais instantanément aveugle, sans aucune raison. Ah ouais. Et je me faisais ces paniques-là avant de partir, parce que c'était juste le corps qui disait, mais est-ce que tu es apte, est-ce que tu es capable à subvenir à tes propres, à surmonter tes propres peurs? C'est souvent ça, si t'as pas eu l'habitude de sortir de ta zone de confort avant, c'est d'un coup, finalement, plus que la chose en elle-même, l'expérience, parce que souvent les expériences, bon, il arrive des trucs bien, pas bien, mais bon, on s'en sort, etc. Ouais. C'est tout ce qu'on projette, c'est les angoisses, c'est la peur, etc. Et après, une fois que t'y es, bah t'y es, quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ça en fait, c'est tout ce qui est avant le pire. C'est ça. Une fois que t'es parti, t'es sur place et tu dis, hé, deviens pas aveugle, hé, la vie elle est normale, hé, c'est cool. Et en fait, ah mais je m'amuse, ah c'est chouette. Ah bah surtout que t'en as fait après des expériences en voyage, t'as rencontré plein de gens. Bah là, dans ton spectacle, tu racontes pas mal d'anecdotes. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que quand tu pars seul, alors je crois que chacun a des connaissances de lui-même, et moi quand je suis parti seul, ce qui était fou, c'est que j'avais pas du tout de connaissance de mes propres limites. Quand tu pars à plusieurs, il y a toujours un qui fait un garde-fou. Tu sais, t'es à deux, tu dis ah non mais viens ce soir on n'y va pas, ou non mais tu veux vraiment aller là, et il y en a toujours un qui fait. Quand t'es tout seul, c'est toi qui mets la limite. Mais quand tu sais pas où elle est la limite, bah du coup t'es là avec ta petite barrière et tu te dis je la mets là. Tu dis ouais mais on peut la pousser un petit peu. Tu déplaces ta Bah petite t'apprends barrière. à te découvrir, en C'est fait. ça. Et le problème, c'est que parfois, en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est qu'il faut que j'aille un peu plus loin que ma limite. Donc parfois, il y a des petits dégâts collatéraux pour revenir en disant, ok, j'ai peut-être été un petit peu trop loin, je reviens. Elle est là, la limite. T'as Ouais. un exemple à nous donner là-dessus ou... Quand tu t'es dit, tiens, la limite, elle est loin, et puis, ah non, là, c'est un peu trop dangereux. Non, mais il y a un peu de tout, mais juste même des choses où je me dis, par exemple, quand j'étais en Chine, il y a un moment où je me suis retrouvé à me promener dans un village. Pourtant, j'étais pas seul en Chine, j'étais avec mon frère et sa femme. Mais il y a un moment du voyage que j'ai fait tout seul, et il y a un moment où je me suis dit, bah eux, ils allaient se coucher tôt le soir. Moi, je dis, je vais sortir, je vais me promener. Et vraiment, à chaque fois, en fait, je me dis quelle est la limite. C'est-à-dire que je me promène, je rencontre un groupe de personnes. Ce groupe de personnes, j'essaye de communiquer avec eux. Ils parlent pas du tout la même langue, ils parlent pas anglais, on a du mal vraiment à échanger. Mais avec mon téléphone, j'arrive à avoir une pseudo-discussion. Bref, comme ils sont fans de skate occidental, on fait des photos ensemble. Et moi, je dis, bah, envoyez-moi les photos. Donc, on échange les numéros. Et eux, ils me font comprendre qu'ils vont boire un verre. Donc, moi, je me dis, ah, première limite, est-ce que j'ai envie d'aller boire un verre avec eux ou pas? Je fais, bah, je crois que j'ai envie. Ça me ferait plaisir de vivre cette expérience-là. Donc, je pars avec eux. Je les suis. J'arrive dans un bar, je sais pas trop où je suis. Là, le bar, la soirée, on va dire, commence un peu légèrement à dégénérer, dans le sens où les gens sont hyper bourrés, tout ça. Je me dis, bon, deuxième limite, est-ce que je me retire ou est-ce que je reste? Bah, je reste. Troisième limite, c'est-à-dire que je suis là, on n'arrive plus à communiquer parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone, mais bon, ça se change un peu en boîte de nuit, donc on commence à danser. Là, une des nanas du groupe prend mon visage et prend le visage d'une de ses potes et nous force à nous embrasser. Troisième limite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue? Je me dis, bon,
allez, YOLO, on ne vit qu'une fois, donc je continue. Mais là, le seul problème, c'est que cette espèce de baiser, comme je suis le seul occidental de toute la boîte, ça attire l'attention de tout le monde. Donc du coup, tout le monde est en train de me regarder, il y a un mec qui vient me taper sur l'épaule. Moi, je bois pas d'alcool, enfin, je bois de temps en temps un petit peu, mais je bois jamais en voyage parce que je suis un contrôle fric, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de garder le contrôle sur tout ce que je fais pour vivre déjà pleinement. Et si jamais ça dérape, parce que tu es dans l'instant présent pur, de me dire, je sais comment je vais m'en sortir. Donc je bois pas d'alcool, mais là il y a un mec qui vient, il est déchiré, il me tend un verre, puis eux c'est un truc de trinquer ensemble et de se dire viens on se boit une bière cul sec. J'aime déjà pas la bière, en plus je dois la boire cul sec, et le mec je fais non mais moi je bois pas d'alcool, mais comme il me comprend pas, il me chope par le bras assez violemment comme ça, et il me fait comprendre maintenant tu bois cul sec. Et je fais ok, nouvelle limite, qu'est-ce que je fais, tu vois? Bon bah là je prends le verre, je le regarde droit dans les yeux, je fais allez on y va à 3, 1, 2, 3, et le moment où il lève sa tête pour boire cul sec sa bière, moi je renverse tout entre mes jambes. En fait, comme si, tu vois, pour planquer le truc. Et ça a été que ça jusqu'au moment où il y a même une seule personne qui parle anglais qui me dit attention, ce groupe veut abuser de toi. Nouvelle limite. Bon alors, qu'est-ce que voilà, quoi? là, Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment, et à chaque fois je me dis, ça c'est un peu comme quand tu joues, est-ce que c'est allez, je continue il y a la ou limite entre l'envie de rester, la curiosité, etc. Et puis le truc de se dire, bon, allez, là, ça de ça. Mais à quel moment on considère que ça va trop loin, cette histoire? Et le pire, c'est qu'après, j'ai terminé dans un taxi avec ce groupe-là. Parce que c'est dangereux, là. Oui. Franchement, t'as repoussé tes limites, là. Là, franchement. Je me suis dit, d'accord, donc ces gens veulent abuser de moi, maintenant je me retrouve dans un taxi avec ces gens. Moi, je suis venu à pied, j'avais mis genre 20 minutes à venir à pied, mais ça fait 15 minutes qu'on roule en taxi. De toute façon, je ne sais pas où est mon hôtel et je ne sais pas comment le retrouver parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone et je ne sais pas comment trouver la solution. Soirée. Et finalement, en fait, on a retrouvé mon hôtel sur la route et ils ont pu me déposer. Tout s'est bien passé. Tout s'est très très bien passé. Et c'est là où tu te dis aussi, mais voilà, en fait, si j'avais mis cette limite qui est ma crainte personnelle, parce que j'ai été vraiment élevé dans beaucoup de comment on appelle ça, de faire attention, beaucoup de peur, ou de dire tu fais attention. Prudence. Voilà, la prudence, c'est vraiment dès que je sors de la maison, c'est ce que me disent mes parents. Hein. Tu fais attention, genre quand tu vas dans la salle de bain, tu fais attention. Pourquoi je ferais attention en allant dans la salle de bain? Mais bref, du coup, j'ai toujours fait attention à tout, et aujourd'hui, je suis passé par des étapes où je me suis dit, allez, j'essaie de faire attention à rien, et j'avance un peu comme quand tu marches sur un lac gelé, tu sais, tu te dis, je mets le pied là, ça tient, je mets le pied là, ça tient, puis t'attends impatiemment le moment où ça va craquer, et tu te dis, merde, mais qu'est-ce que je fais si ça craque? Et de toute façon, c'est vrai que si on ne se met pas, moi j'ai été aussi élevée dans le même type d'éducation et tout, mais si on ne se met pas dans des situations de un peu de sortie de zone de confort et entre guillemets de danger, alors il ne s'agit pas non plus de risquer sa vie, mais il y a plein de choses qu'on ne vivra pas. En fait, les choses les plus, en tout cas, intéressantes, formatrices, etc., en général, ne sont pas vécues dans des choses très prudentes, quoi. Des situations très prudentes. Mais après, tu vois, c'est aussi la question de se dire, est-ce que tu es obligé de vivre des émotions fortes pour te sentir vivant? Enfin, moi, je reprends l'exemple de mon frangin, il est à l'opposé de moi, il vit beaucoup grâce aux livres et tout ça, et alors il adore quand je lui raconte ce genre de récit, lui c'est du pain béni, mais à aucun moment il aura envie de vivre ça, parce qu'il aime trop son confort et il est bien. Et je crois qu'il y a tous les comportements et chacun doit trouver sa place et là où il veut être. En tout cas, quand on sent qu'on a envie d'aller vers quelque chose, c'est dommage de ne pas le faire, parce que ça nous apporte souvent en tout cas en retour. Mais c'est cool d'avoir de la prudence quand même, c'est important je trouve, et de la méfiance aussi. Surtout en voyage, il faut quand même faire attention. C'est ça, on peut vite se faire entraîner. Et du coup, le fait, alors après, tu as revoyagé, si je me trompe pas, tout seul, tu as refait d'autres voyages après l'Islande? Ouais. Il y a eu en fait des voyages tout seul. À partir de là, à chaque fois que je partais en voyage, je le verbalisais, donc je disais à mon entourage, je dis tiens, je pars à tel endroit, et une fois il y a 2 potes qui se sont joints à mon voyage, une fois il y a des gens qui sont arrivés, mais genre quand j'étais en Suède, j'ai fait tout un road trip tout seul, et puis après j'ai retrouvé des potes justement à Stockholm. Trop bien. Oui, donc tu voyages seul, mais après tu essayes un peu aussi de voir des gens. Et qu'est-ce que ça t'apporte du coup de tous ces voyages finalement? Enfin, qu'est-ce que ça t'amène encore aujourd'hui? Parce que finalement, ça t'a apporté des choses à un moment donné. Là, aujourd'hui, tu as évolué. Mais qu'est-ce que ça continue de t'apporter? Attention, je vais enfoncer des portes ouvertes, j'adore ça maintenant. C'est une connaissance de moi-même, en fait, de mes propres limites, de mes propres envies. De se dire, quand il y a personne pour te proposer des choses, c'est à toi de choisir.
tu es obligé de prendre des décisions pour ta propre vie. Et quand tu prends ces décisions pour ta... Mais ne serait-ce que de dire, bah tiens, j'ai une journée, je vais aller voir ça, 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 ou que ça, tu te rends compte déjà que quand tu veux tout faire dans ta journée, eh ben, il y a trop de choses et tu profites pas. Donc tu apprends le voyage d'après à réduire et dire, bah tiens, en fait, je vais passer plus de temps à cet endroit-là. Peut-être que c'est pas le bon, peut-être que c'est moins bien qu'un autre. En tout cas, c'est toi qui décides, c'est ça. Oui, et c'est accepter de renoncer à des choses. Mm. Et pour moi, en tout cas, ça a été un énorme step et ça m'a vraiment appris à juste profiter de l'instant présent. Mais tu vois, le Machu Picchu, par exemple, au Pérou, qui est quand même une des zones absolument extraordinaires et incroyables, moi j'en ai... Enfin, ça m'a fait des frissons quand je suis arrivé. Pourtant, c'est un lieu où genre t'as 2500 personnes sur le site par jour. On te dit non, vous avez le droit d'aller que dans un sens. Tous les 15 mètres, t'as quelqu'un qui est là pour te dire vous n'avez pas le droit de revenir sur vos pas. Et vraiment, tu sais, t'es dans un petit couloir comme ça et t'avances et tu te dis c'est quoi le délire. Et pourtant, je regrette absolument pas d'avoir été sur ce site parce qu'il est fascinant. Et parce que je crois que les lieux touristiques ont toutes les bonnes raisons d'être touristiques. Mais il faut accepter que tu vas pas vivre le moment le plus humain qui soit sur un site touristique. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu aurais une anecdote drôle? Alors, tu nous en as raconté une première, une autre anecdote ou quelque chose d'original qui t'est arrivé en voyage un peu déroutant? Si, quelque chose que je raconte assez peu, et je trouve que c'est bien parce que ça casse l'image de l'aventurier, parce que je ne me considère pas comme un aventurier, c'est que je voyage énormément, mais je pense, je suis un faible des transports. C'est-à-dire que j'ai le mal des transports, mais même parfois en marchant, tellement j'ai une oreille interne de merde. Pourtant j'adore les parcs d'attractions, mais là n'est pas le propos. Et du coup, je crois que je peux dire que j'ai presque vomi au moins une fois dans tous les pays que j'ai visités. Désolé pour les... Quand tu prends le bateau et tout. Donc bateau en Islande pour aller voir les baleines, j'ai vomi 3 fois à l'enfer. J'étais voir les lignes Nazca au Pérou justement. Les lignes Nazca, c'est des trucs qui datent de l'art précolombien, qui sont en fait des énormes dessins qui sont faits sur le sol. On ne sait pas trop comment ils les ont faits. Alors les théories du complot parlent des aliens et tout ça. J'adore moi ce genre de théorie, je trouve ça extraordinaire. Mais tout ça pour dire que par exemple il y a un colibri, il fait je crois 6 ou 8 km de long. Tellement il est, et tu peux voir ça, quand tu vas sur Google Maps et tu mets ligne Nazca, tu peux les voir depuis l'espace, tellement c'est grand. Et là, donc il y a des vols qui survolent et qui te montrent les lignes Nazca. Et je voulais absolument voir ça, donc je payais mon billet d'avion en plus assez cher, c'est des petits coucous pour pouvoir survoler le truc. Et là, le vol se passe tout à fait normalement, il y avait un peu de vent mais ça allait. Et là, le moment où tu commences à passer au-dessus des différentes formes, là le mec il passe en mode Formule 1 de l'avion quoi. Mais c'est-à-dire qu'il faisait des virages ultra serrés, tu prenais Mach 4 dans la gueule, tellement c'était... et après 5 minutes, j'avais mon visage collé contre la vitre pour essayer d'avoir la fraîcheur de l'extérieur, un petit sac à la main, et puis je vivais mon pire moment en attendant juste une chose, c'est que ça se termine quoi. Et je me suis dit putain, et en plus j'ai la même vue que sur Google, donc... donc c'était vraiment pas une expérience... Ouais, j'aurais préféré aller voir ça au sol. Parce que finalement, on a rarement la vue de ces lignes Nazca, on a rarement la vue au sol, et on ne sait pas comment c'est fait, est-ce que c'est creusé, est-ce que c'est un sillon, est-ce que c'est... Ouais, ça aurait été plus... Donc là, je me suis vraiment fait avoir par le côté effectivement touristique. Ouais. Et ton meilleur souvenir en voyage, alors j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais vraiment le meilleur. En fait, c'est bizarre parce que c'est lié à mon pire souvenir. C'est-à-dire que mon pire souvenir, c'est d'apprendre, je suis au Sri Lanka, je pars faire un safari, un numéro de Dubaï, des Émirats, m'appelle et j'arrive pas, je décroche mais j'entends rien. Et je comprends pas ce que c'est ce numéro, j'ai un pote qui habite là-bas mais je comprends pas le numéro. Et bref, je dis, si c'est important, si vous m'entendez, envoyez-moi un message. Et le numéro insiste, au bout d'un moment, j'entends juste que c'est un pote d'enfance qui me dit que mon meilleur ami de Genève est décédé. Et moi, je reçois cette nouvelle, je suis là en voyage, ça fait 1 semaine et demie que je suis là, au milieu de mon voyage, et je suis en train de me rendre pour aller faire un safari. Et j'ai cette nouvelle qui me tombe comme un... C'est affreux, et c'est quelqu'un qui était malade ou c'est... Non, enfin, il avait des... Disons qu'il avait des soucis psychologiques liés à la pression qui se mettait sur énormément de choses de sa vie. Et
Je reçois cette nouvelle et je suis effondré et je sais pas quoi faire et je me dis mais quand va avoir lieu l'enterrement, tout ça, et en même temps je suis dans un truc où je kiffe mon voyage et d'un autre côté je me dis mais c'était mon meilleur ami, Bah oui. c'était, enfin Tu t'étais j'ai pas préparé à recevoir la mais nouvelle non, comme bah ça. non, parce que à la limite, un grand-parent malade, quelqu'un qui est justement malade, oui, mais là, rien. Et donc à partir de là, en fait, j'ai demandé à la voiture de s'arrêter, je me suis foutu sur le côté, j'ai respiré un moment, et on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit, on va continuer ce voyage, et je vais aller au bout. Et à partir de là, le voyage, en fait, a pris une toute autre saveur. En fait, la saveur de la vie, la Ouais. saveur de voilà, chaque moment, je vais le kiffer comme j'ai jamais kiffé. En fait, tu t'es dit, voilà, moi je suis en vie et je vais Oui, et vivre en fait, pleinement vivre les mes choses. expériences et donner le sens à ce que j'ai envie de traverser, à me dire, voilà, je suis là et je sais. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire aussi, c'est que j'ai pas eu besoin de prendre la décision de rentrer plus tôt parce que l'enterrement a eu lieu la semaine qui suivait mon retour. Ok, donc t'as pu assister à l'enterrement. Donc j'ai pu assister et pour moi, franchement, ça a été très longtemps une question, mais je pense que j'aurais repris un vol et je serais rentré pour... Après, s'il avait été malade, par exemple très malade, et qu'il allait mourir quelques jours après, peut-être que là, tu serais rentré pour le voir. Mais là, il était déjà décédé, finalement. Ouais, mais même, c'était... En fait, Ouais. ce qui est bizarre, c'est que c'était... après, ça, c'est une autre thématique encore, mais c'était... moi, j'avais perdu des grands-parents, mais j'ai eu la chance d'avoir très peu de rapport, entre guillemets, avec la mort avant. Et mes grands-parents, j'en ai extrêmement bien profité, à part mon grand-père paternel qui est décédé quand j'étais très jeune. Mais sinon, c'était quand ton premier rapport à la mort en tant qu'adulte, c'est ton meilleur pote, Ouais, c'est très dur. c'est d'une violence. Et tu te dis, j'ai envie d'être en fait, là, si tu veux, le côté de kiffer ton petit voyage, à boire un cocktail sur une plage au Sri Lanka ou à faire du bodyboard sur la plage, c'est quoi la valeur et la saveur de ça à côté de tous ces gens qui ont accompagné ta vie et qui... Parce qu'ils étaient tous, tu vois, à l'enterrement, ils y étaient tous et moi j'avais envie d'y être, j'avais besoin d'écrire un mot aussi, Ouais. de dire quelque Oui, chose. c'est bien tombé que t'aies pu y assister quand Oui, même. oui, ça a été... Après, je crois beaucoup aux énergies de la vie et je dis, si on prône le positif, même dans tout ce qui est négatif, il y a toujours un petit truc positif qui va en sortir. Un Un truc truc à à retirer, ouais, de ça. Ok. En tout cas, c'est une sacrée épreuve de perdre comme ça un ami. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où je pense pas à lui, mais il n'empêche que... C'est très dur. Et quel parcours t'as fait rapidement parce que donc tu nous as dit qu'aujourd'hui donc tu es comédien, photographe et scénariste, mais justement moi je serais curieuse comme tu dis que tu viens d'une famille quand même assez dans la prudence etc. Est-ce que du coup tu t'es orienté tout de suite, ça a été facile de dire allez je m'oriente vers un métier artistique? Ma mère m'a beaucoup orienté parce que c'est elle qui a la fibre artistique dans la famille, mais elle l'a jamais exploitée. Donc elle dessine beaucoup, après elle est très timide, elle n'ose pas forcément prendre la parole, mais elle a fait assez récemment des petits cours d'impro et je trouvais ça génial qu'elle essaye d'affronter ses peurs, mais du coup elle a placé un peu en moi ce truc, mais parce qu'elle voyait que j'étais un petit clown, voilà, mais j'étais extrêmement timide. D'accord. Jusqu'à mes 25 ans, je pense que j'étais tétanisé à chaque fois que je montais sur scène. Avant un spectacle, Mais j'étais mal. En tout cas, t'as décidé dès le lycée ou enfin juste après de te... À partir de mes 6 ans, j'ai commencé à faire un spectacle quasiment tous les ans, mais en extrascolaire. Ah oui, d'accord. Et à mes 19 ans, je faisais biochimie donc dans ma scolarité suisse, je faisais biochimie, je me destinais à la médecine et quand j'ai eu mon équivalent bac, je me suis dit bon, là j'ai raté aucune année, j'ai avancé, qu'est-ce que je veux faire? Première grosse décision, est-ce que je veux tenter l'expérience dans l'artistique ou est-ce que je pars faire biochimie parce que c'est la stabilité, c'est le confort et c'est sans doute des années de galère et je suis très heureux de pas avoir fait ça. Pas si simple en plus. Non, en plus, je pense que je me serais rétamé sur les premiers. Enfin, on sait pas. Mais, mais vraiment, Je en saurais fait, jamais. c'était pas fait pour moi, dans le sens où même aujourd'hui, tu m'enfermes dans un bureau, je pète un câble et pourtant, je passe beaucoup de temps à éditer les photos, à écrire, mais bref. Restons sur la question et la réponse à la question. Et du coup, je suis parti à Paris, j'ai commencé à suivre une formation, d'abord un stage dans une école qui s'appelle Studio Intérieur Jour, ensuite au cours Florent. Et puis après, vraiment pour moi, ça a été
Ah oui, ça a été une révélation dans le sens où je me dis, mais oui, en fait, j'aime justement raconter des histoires, j'aime le faire. Donc, je m'amusais à faire des petites vidéos à côté parce que j'avais d'autres potes qui faisaient des vidéos aussi. Je m'amusais à faire plein de toucher un peu à tous ces matériaux. Et le scénario, c'est arrivé, moi, quand j'étais au lycée, pendant qu'un pote prenait des notes en cours d'histoire, moi, j'écrivais des scénars d'un petit film de pote parce que Ouais. on C'était tournait le vraiment ton week-end. truc, quoi. Donc ouais, mais j'ai toujours aimé jouer. Le Mhm. seul truc, c'est que je me suis mis à écrire au début parce que personne ne voulait me faire jouer. Et Mhm. je me suis dit, bon, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, je vais écrire mes propres histoires. En plus, c'est du sur-mesure, donc comme ça, je joue ce qui m'éclate. Et puis voilà. Et c'est comme ça que je me suis mis aussi à écrire mes propres spectacles. Ouais, en fait, tout s'est un peu enchaîné et puis la photo, bah, c'est venu, j'imagine, en parallèle. Ouais, la photo, c'était vraiment une envie, mais mon premier appareil photo, je l'ai eu très tardivement, hein. Ça, c'est le truc le plus récent, la photo, finalement. OK. Quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui voudraient se lancer justement dans l'inconnu un peu et sortir de leur zone de confort? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un petit conseil que toi, tu aurais aimé qu'on te donne? Euh, Je pense que ça dépend du taux d'émotivité de chacun. Mais moi, et c'est un peu lié à cette phrase credo qui me fait avancer aussi, c'est les choses n'ont que l'importance qu'on leur donne. Dans le sens où tout ce qui me fait peur, c'est l'inconnu, mais parce que je donne beaucoup trop d'importance à ces choses. Et que je me rends compte, n'importe quelle nouvelle que tu reçois, n'importe quelle information que tu reçois, euh, imagine, tu sais, quand tu pètes une assiette, tu fais la vaisselle, tu pètes une assiette. Bah, bon, bah, c'est une assiette qui est pétée. Peut-être que c'est une assiette qui avait de l'importance pour toi, qui était. Bah oui, mais c'est qu'une assiette. Mais t'as 12 000 manières de réagir à ça. Mhm. Tu peux t'énerver en disant putain, ça fait chier, pourquoi j'ai. Mais merde, et puis maintenant, en plus, je vais me couper. Ou te dire, bon, bah oui, c'est une sorte de. Ça fait un peu moine bouddhiste, tu vois, de dire ça. Mais il y a vraiment ce truc où je me suis rendu compte que moi, toutes les pressions que je me mettais qui m'empêchaient de partir, eh ben, j'étais le seul à me mettre ces barrières-là. Mhm. Et que je pouvais les faire sauter tout seul. Et c'est vrai qu'on peut choisir la façon dont on réagit Oui, à quelque chose, et ça c'est clair, ça c'est un choix qu'on peut faire en fait, hein, quel que soit ce qui nous arrive. Et j'aime beaucoup cette citation. et même tu vois, dans les relations humaines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est par la communication non violente que j'ai appris ça, c'est de se dire, mais ça veut pas dire que je m'énerve pas, hein. Mmh. Attention. Ça t'arrive, Ça m'arrive, et c'est juste que je m'énerve, et je dis putain, mais en fait, je suis en colère contre moi, et Tu je me fais dis, mais rien voilà. parce que tu vas dire, t'essayes de Dire dire. les choses. Oui, en fait, j'essaie de prendre le recul, de dire, ok, ça m'énerve, mais pourquoi est-ce que ça m'énerve? Mmh. Et tout ça, en fait, vraiment, ça apprend à appréhender la vie autrement, parce que le voyage, c'est des imprévus. Mmh. Ah, C'est vraiment, il y a ce que t'as beau tout planifier de A à Z, il y a toujours des choses qui vont mal se passer. Un avion où tu vas te dire, mince, j'avais pas pensé que je mettrais autant de temps dans le terminal pour Ouais. faire la transition, ou le train, ça va être juste. Donc, c'est comment tu apprends à passer tous ces obstacles Le de la vie. voyage Et la vie, ouais, d'une manière générale, la vie, si tout se passait exactement comme on croit, voilà, ça serait, en même temps, ça serait pas drôle. Enfin, ça. On va maintenant passer au passion quiz, donc qui est la fin de notre conversation. Est-ce que tu es prêt, Loïc? C'est le passion quiz. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Ça, je peux répondre facilement. Ça, je sais. Ça, je suis thé. Ouais. Café, j'adore l'odeur. Je déteste le goût. Ah, c'est vrai? Ouais. Même tous les cafés, quoi. Et pourtant, j'ai même tu connais le Copiluac? Non. C'est le café le plus cher au monde qui est fait à base de caca de civette. D'accord. C'est en fait les civettes qui mangent les petites graines de café. Ça fait une première torréfaction. Ok. Pardon, c'était pas voulu dans son ventre. Mais comme elle les digère pas, elle les D'accord. chie. Et après, les gens récupèrent ça, les torréfient à nouveau. Ah. Et ça fait le café le plus cher. Ok. Voilà. t'as C'est goûté pas- ce c'est café, très mais savoureux. non, tu l'as pas goûté. Si, mais c'est très savoureux. Enfin, c'est très savoureux. Quel que soit le truc, en fait, moi, je ne sens que l'amertume. Je dois Ouais, avoir c'est pas ton truc. Ouais. Ok. Est-ce que tu es plutôt couche-tard ou lève-tôt? Tôt. couche-tard. Tu touches vraiment très tard et tu te lèves. Généralement, je suis rarement couché avant minuit, plutôt ouais, entre minuit et 2h du matin. Ok. Et après, je me lève vers 9h, 9h30. Une personne qui t'inspire. James Thierry, c'est le petit-fils Chaplin. Ah, Il monte des spectacles tous les 2-3 ans. Ce mec est
un génie absolu. En fait, il sait tout faire. C'est-à-dire qu'il joue du violon aussi bien qu'il fait du cirque, aussi bien qu'il corporellement, c'est incroyable. Là, il a joué un nouveau spectacle que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir qui s'appelle Room. Mais pour moi, Raoul, son spectacle, il y a 2 spectacles là, qui étaient une claque absolue, puis même la symphonie du Hanneton. Enfin, toutes ces œuvres sont c'est des bijoux de rêverie, d'inventivité, autant que de fond sur l'introspection humaine. Et je trouve ça incroyable. Hyper intéressant, je vais regarder. Ah ouais, regarde son travail. Il y a même certains de ses spectacles qui sont disponibles, je crois, sur YouTube en entier. Ton pays préféré, en tout cas un pays que tu as visité, que tu as vraiment aimé? C'est chaud cette question, le pays préféré, parce que je crois que j'ai des moments préférés ou détestés dans tous les trucs, mais j'ai pas une destination qui m'a marqué. Il y a plein de moments, de choses. D'accord. Il y a vraiment... Et une ville? Une ville... C'est facile. Une ville que tu adores où tu pourrais retourner. Une ville que j'adore, il y avait... Je suis plus campagne que ville. En fait, plus j'y pense, plus je me dis, mais moi, les grandes villes, j'ai du mal. Parce que c'est pas mon ADN. Tu me dis, oui, je pourrais te dire, par exemple, les Alpes. C'est pas une ville. Mais dans ce cas, moi, je parlerais de Bruzon, mais parce que Bruzon, c'est un petit village qui est là où ma famille a un chalet, où je passe une grande partie de l'été. Et c'est dans les Alpes. Ah, dans les Alpes. Comme ça, ça répond. Et un endroit que tu n'aurais pas du tout aimé, à l'inverse, je sais pas, où vraiment t'es parti en vacances ou je sais pas quoi, ou en voyage. Bah, ça va être une grande ville justement, et c'est toujours paradoxal, hein, c'est jamais. Je trouve qu'il y a des choses que tu peux détester, mais il y a toujours des choses que tu aimes bien dedans parce que tu as aimé détester ça. Mais par exemple, c'est Pékin. Pékin, c'est une ville, elle est organisée, c'est donc 16 millions d'habitants, elle est organisée en ring, donc t'imagines la petite couronne parisienne, mais il y en a je crois 6, 8, je ne sais plus, donc c'est colossal, et t'es au milieu d'un truc où il y a de la circulation partout, il y a du monde partout, il y a tellement de monde partout que toi, tu n'arrives pas à exister en tant que personne. Ouais, c'est fatigant. C'est épuisant, puis au-delà de la barrière de la langue et des codes qui sont diamétralement opposés aux nôtres, il y a vraiment ce truc où tu dis waouh, je me sens vraiment pas bien dans cette ville. Mais à la fois, c'est une expérience qui est chouette à vivre, mais sur un temps court. Oui, c'est pas un endroit dans lequel tu retourneras. Non, à choisir, je me dis, bah voilà, il y a plein d'autres trucs de nature, mais là, je me dis, c'est cool, j'y suis allé. Après, je m'en passe volontiers. Un livre qui t'a marqué, que tu aimes? C'était, je crois, je me suis mis à lire assez tardivement parce que je m'en sortais pas trop mal en français sans avoir à lire les bouquins et j'inventais les histoires avec les fils rouges qu'on me filait ou les résumés qu'on me faisait. Mais celui qui m'a vraiment genre décomplexé de l'écriture, c'est un livre de Chuck Palahniuk, qui est l'auteur de Fight Club. Et le livre s'appelle Survivant. C'est, en 2 mots, c'est juste l'histoire d'un mec qui est dans un avion. Déjà, rien que le concept est génial. C'est un mec qui est dans un avion, il va planter l'avion, et il explique pourquoi il va le faire, et il raconte ça à la boîte noire. Planter l'avion, c'est-à-dire qu'il va cracher l'avion. En fait, il a pris le contrôle de l'avion, il va cracher l'avion, et il explique pourquoi il va le faire, et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Et ce qui est génial, c'est que donc il parle à la boîte noire, ça c'est le début du livre, hein, je spoil rien. Et le livre, il y a, je sais pas, 400 pages, et donc ça commence à la page 400, et après, toute la numérotation des pages, c'est un compte à rebours. Ah ouais, ça doit être poignant. Et du coup, c'est extrêmement. Les chapitres sont très courts, donc en fait, dès que tu arrives à la fin d'un chapitre, c'est ce qu'on appelle un peu les page turners, tu vois, les trucs voilà, où tu as envie de savoir la suite. Donc là, tu dis, ah, puis ils sont courts, allez, j'en lis un. Et c'est un des premiers bouquins où je me relevais la nuit pour lire la suite. Ah ouais, tu me donnes envie là. Et même dans le style d'écriture, alors après, tous ces bouquins se ressemblent vachement, mais il a un style de formulation qui, moi, me plaisait beaucoup. En tout cas, à l'époque où il y a eu ce déclic. J'ai pas relu depuis 10 ans, hein. Mais il y a 10 ans, même plus, un peu plus, 15 ans. 15 ans, ça a été pour moi une révélation. Une citation que tu voudrais partager sur le podcast, quelque chose qui t'inspire, qui te drive, qui te motive. Mais je crois que je vais ressortir la même que tout à l'heure. C'est les choses n'ont que l'importance qu'on leur donne. Même si c'est une citation de moi. Il faut s'en rappeler. Je pense que, ce que je te disais en off aussi, je pense qu'il y a des gens qui l'ont très certainement mieux dit que moi à d'autres moments, mais je trouve que c'est bien de se réapproprier les propos pour trouver les mots exacts qui vont avoir la résonance pour nous. Et moi, ce truc-là, ça a été vraiment mon credo. Enfin,
lié à la mort de mon pote, justement, à partir de là, je me suis dit, mais en fait, lui, il s'est foutu une pression énorme avec son taf et tout ça, et on s'est même rendu compte avec le Covid que, bah, même quand on faisait pas les choses, Oui, la ça vie continue. continuait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas qu'on sert à rien, mais je veux dire, au moins... Faut relativiser. Non, mais c'est clair, Exactement. relativiser. Il y a ce truc. Relativiser, mais respecter. Mm. Parce que je trouve qu'on a perdu beaucoup de respect avec ça aussi. C'est Des vrai. gens qui se disaient, ouais, bon, de toute façon, ça continue sans moi, donc annuler des trucs au dernier moment, tu vois, te mettre dans la merde. Oui, oui, Dans l'autre sens, faut pas non plus. Mais en tout cas, ça permet les gens qui se mettaient beaucoup de pression tout le temps de se dire bon, ok, je souffle, c'est pas une question de vie ou de mort. Mais en plus, je crois que c'est ce qu'on appelle un peu le piège abscon. Tu sais, quand tu achètes un sandwich, Ouais. que tu le manges, il est pas bon, mais parce que tu l'as payé, tu te sens obligé d'aller au bout et de le finir. C'est vrai. Alors que tu n'aimes pas. Alors que techniquement, bah, il est peut-être dégueulasse, les trucs sont pourris dedans, ou je sais pas. Et on se force à vivre des choses comme ça, alors que c'est pas, On en a enfin, pas réellement c'est envie. pas nécessaire. Mais il faut rester quand même, enfin voilà, tu vas pas, j'en sais rien, tu trouves le moyen respectueux de le faire savoir au boulanger. Ou... Loïc, merci pour tout ce que tu as pu me partager sur le podcast. On a parlé de pas mal de choses. Et pour autant, on a quand même été synthétique, ça va. Ouais, ça va, ça fait pas 1h30 qu'on parle, donc tout va bien. Et puis bah, je te dis à très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.